Bonjour, je m'appelle Frédéric Buisson et je vais être le sujet de cette interview car je vais être interviewé par Marc Neu. Je suis géobiologue, ça veut dire que je nettoie, j'harmonie, je positive, j'introduis un peu plus de lumière dans les habitations et les lieux qui le méritent. J'organise des stages d'initiation aux énergies subtiles et d'élévation vibratoire. Vous allez écouter cette conférence qui traite des énergies subtiles et des lieux sacrés. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette soirée. Alors vous l'avez vu, ce soir, j'ai créé du haut de mes pouvoirs magiques un doppelganger de Frédéric Buisson afin de pouvoir l'interviewer directement. Frédéric, bonjour. Bonjour Marc, mille merci de m'interviewer et puis c'est tout nouveau donc j'espère que ça va très bien se passer et que tu vas être satisfait de ton interviewé. C'est bien, si tout le monde se tient à carreau, ça va bien se passer. Alors Frédéric, la réharmonisation, les lieux sacrés, les sites mégalithiques, tout ça c'est un petit peu ton dada depuis pas mal d'années maintenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu en es venu à ce domaine? Bien, comme un certain nombre de gens hypersensibles, j'imagine que voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit et je me suis confronté à cette hypersensibilité sans trop comprendre ce qu'il en était. Et puis, à force, bien évidemment, de me questionner, de lire des choses, de rencontrer des gens, petit à petit, je me suis orienté vers ce qui se passait sur les lieux et notamment la géobiologie. Et puis surtout, ce qui m'intriguait énormément, c'était comment les anciens construisaient leurs lieux absolument somptueux. Je pense à la cathédrale de Chartres, à des lieux absolument extraordinaires. Et je me disais, mais il fallait sans doute avoir un savoir hallucinant pour pouvoir élaborer de telles constructions. Et puis, il y a environ une vingtaine d'années, je suis tombé sur le livre Géométrie sacrée, tome 1 de Stéphane Cardino, chez un copain. Et là, ça a été le coup de foudre, quoi. Déjà, le livre était extraordinairement bien fait. C'était méticuleux, c'était précis. J'étais vraiment scotché. Ça sortait un petit peu de l'ordinaire, de ce que j'avais l'habitude de lire en termes de géobio. Et puis, bien, je me suis dit, ben, déjà, j'ai acheté le bouquin. Et puis après, je l'ai dévoré. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais contacter ce monsieur, monsieur Cardino. Et puis, on va voir. Et donc, j'ai envoyé un email. Et je dis, bah voilà, je suis très intéressé par ce que vous faites. Est-ce que vous faites des stages, etc. Et il me dit, ah, je suis au niveau 3, donc il faut attendre le niveau 1. Et je lui dis, je réponds, bah, écoutez, je vous envoie ma photo et puis dites-moi si je peux m'intégrer dans votre stage niveau 3. Je lui envoie ma photo et 24 heures après, il me dit, bon, bah, allez, c'est bon, venez. Et j'ai débarqué sur le site de Clendy, en bas du lac de Neuchâtel, avec, au milieu d'une trentaine de personnes qui bougeaient leurs mains dans tous les sens. Je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai commencé à intégrer la méthode de Stéphane. Et Stéphane était vraiment quelqu'un d'extrêmement, est quelqu'un d'extrêmement pointu, sérieux, méticuleux. Il va vraiment au fond des choses. Et j'étais vraiment passionné par à la fois sa méthodologie, sa simplicité d'accès, et puis sa pédagogie. C'était vraiment super cool, à savoir, il nous amenait sur un site et puis il nous disait, bon, ben, il se passe quoi pour vous, quoi. Et donc, on était un peu laissés euh, à nous-mêmes. Enfin, voilà, il fallait sentir. Puis après, on débriefait. Je trouvais ça génial. Et puis surtout, il n'y avait pas cette exigence de soit j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, etc. Chacun disait un peu ce qu'il pensait.
Et au fur et à mesure de ces stages que j'ai suivis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément des stages de géobio, mais c'était surtout des stages de mise en confiance de son propre ressenti. Ce que j'entends souvent dans ton discours, c'est que tu parles de sites sacrés. Alors, ça m'intéresserait de voir ta définition du sacré, justement, par rapport à ces lieux. Est-ce que tu réserves ce titre à des lieux, à des objets, à des personnes? C'est une excellente question. Pour moi, un site sacré, c'est un lieu qui a été volontairement conçu pour une intention particulière. Et quand on a appris les bases de la géobiologie, c'est assez facile d'identifier la localisation d'un lieu qu'on peut présupposer sacré et d'identifier les réseaux qui sont placés sur ce site et de se dire ou de constater, bah, il est impossible que telle pierre se soit mise là par hasard à tel endroit ou que tel bassin telle fontaine se soit mise là, ou que telle église se soit mise là, que tel mégalithique se soit mis là par hasard. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première phase. Donc la phase de positionnement du site où là, si effectivement on a un croisement d'or, un croisement de Curie, un croisement de Hartmann positif avec des niveaux puissants, bah déjà, j'ai envie de dire, la première case de l'éventuel site sacré est cochée. Et puis, en général, ces conjonctions à la fois d'harmonie de la construction et de situation tellurique du lieu, enfin de l'espace, va conférer au lieu une énergie particulière. Et comme je suis clair ressentant, en fait, je ne suis pas que je suis clair ressentant, je suis gourmand. Et je compare les sites à des excellentes pâtisseries. Et si je sens que sur le site, voilà, c'est un superbe éclair au chocolat ou une superbe tarte au chocolat qui est délicieuse, qui est goûteuse, qui est sucrée, je me dis, bon, là, il se passe quelque chose. Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est la phase 2, mais je suis toujours un peu en doute. Je me dis, bon, est-ce que j'ai pas un peu fumé la moquette? Est-ce que je projette pas mes désirs pour des réalités, etc. Et donc, j'ai un dispositif d'analyse énergétique quantique sur un ordinateur qui me permet d'analyser l'énergie du lieu extrêmement précisément. Donc, en phase 3, je vais mettre ce dispositif pour voir si effectivement mon intuition, mes ressentis, les croisements énergétiques qui sont sur les lieux sont bien là. Et puis, en phase suivante, je vais commencer un petit peu à me mettre en posture de méditation et puis je vais chercher le gardien du lieu. Pour moi, les lieux sacrés, que ça soit des sites mégalithiques qui datent de moins 15 000 ans ou de moins 10 000 ans ou de moins 5 000 ans ou une église, euh, ou rien, hein, parce ce ne sont pas tous les croisements qui sont, comment je pourrais dire, Habillé, ouais. habillés par des lieux. Il y a tout à fait des lieux, enfin des espaces qui n'ont pas été, sur lesquels rien n'a été construit. Et donc, je vais commencer un petit peu à méditer, à mettre en posture, à questionner, et puis à demander un peu l'autorisation, parce que dès l'instant que ces phases sont positives, hein, que j'ai coché j'ai mis des petits points verts sur ces points-là, forcément, si le site est sacré, il est protégé. Et il est protégé par une bulle énergétique. Et en fait, euh, si je questionne le lieu, donc je me recule d'une trentaine de mètres du lieu, et je questionne la bulle de protection avec une baguette ou avec ma main, et que je sens la résistance de la muraille éthérique protégeant le lieu, là, effectivement, il y a un gardien. Il va falloir que je me mette en contact avec le gardien pour lui demander soit l'autorisation de m'ouvrir une porte, donc j'ai pas mal de stagiaires qui travaillent comme ça, soit moi-même de chercher la porte d'entrée, ce qui est beaucoup plus amusant.
pour voir si effectivement il y a. Alors en général, sur un site, on va toujours tourner par la gauche. On va tout passer à gauche pour tourner, pour faire un mouvement vers la droite. Et à un moment, on va forcément trouver une porte. On va questionner à peu près où est le gardien, puis on va après discuter un petit peu avec le gardien, savoir si on est bienvenu, si on peut faire des choses ou pas des choses. Et puis en général, quand les noms sont là, ils sont. Enfin, je discute pas, quoi. Je dis bon, bah très bien, je reviendrai la semaine prochaine ou plus tard, ou je suis pas prêt. Je suis peut-être pas dans une énergie satisfaisante pour à la fois le gardien et le lieu. Voilà. Donc, c'est un site sacré, c'est un site qui a été conçu volontairement dans un endroit précis, et j'ai envie de dire au centimètre près, qui va émettre des vertus particulières, qui va être protégé d'une certaine manière, dans lequel il va y avoir un gardien qui va surveiller et qui va, on va dire, valider les entrées ou pas. Et voilà, donc c'est un certain nombre de critères qui vont faire que ça l'est ou ça l'est pas. Très bien. Donc, en fait, cette notion de sacré est préexistante au lieu. C'est une excellente question. Voilà. Et du Tu, coup, l'habillage du lieu serait un filtre ou un entonnoir qui exalterait ou filtrerait ses vertus. Alors, c'est une excellente question. Merci de me pousser. Non, mais en fait, non, c'est pas le lieu qui va faire le côté sacré. Pour moi, j'identifie le côté sacré par le positionnement du lieu. Mais bien évidemment, le sacré va se faire par les intentions, les rituels qui ont été diffusés, dispensés. Je donne un exemple. Euh, je connais, enfin, j'ai eu connaissance de quelqu'un qui a conçu selon des critères géobio tout à fait compétents, un site sacré. Mais en fait, il s'avère que ce site est effectivement positionné à un endroit intéressant, mais ce site n'est pas sacré pour la bonne raison qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas eu d'intention. Il n'y a pas eu un collectif qui s'est présenté chaque jour à cet endroit, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou à chaque période de l'année précise pour en faire quelque chose. Je donne un exemple précis. À une époque de ma vie, je fréquentais beaucoup l'église de Saint-Benoît-sur-Loire et j'allais aux messes donc des moines qui priaient les reliques de Saint-Benoît. Donc c'est dans une petite crypte. Ça fait 600 ans qu'ils prient 7 fois par jour les reliques de Saint-Benoît. Donc cette intention, elle est puissante. C'est-à-dire que sont des prières, sont des intentions qui s'inscrivent petit à petit dans la pierre et dans le lieu, et bien évidemment, ça le rend sacré. Donc, comme les sites que j'aime fréquenter sont plutôt des sites mégalithiques, parce que je les estime purs, authentiques, encore un peu dans leur jus, et que je n'ai pas à la fois une mousse au chocolat, un millefeuille, un baba au rhum et un éclair au chocolat, mais j'ai l'éclair au chocolat dans son authenticité, donc je le goûte plus facilement. Euh, Forcément, ce lieu-là a eu une histoire rituelique avec des belles intentions. Et ce qui est assez intéressant, et c'est une question qui est d'autant plus juste que ça vient renforcer aussi ma connaissance et pas ma connaissance, mais mon intuition vis-à-vis des lieux, c'est que, bon, là, je vis en Finistère, donc on a vraiment énormément de lieux à disposition qu'on peut étudier, explorer. Chaque lieu a une énergie particulière. Donc, ça veut dire que chaque lieu était dédié à une intention particulière. Et donc, ça veut dire que la sacralisation du lieu euh, a été conçu, alors, je sais pas, moi, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, je suis incapable de dire, mais il y a plusieurs centaines d'années, milliers d'années, dans une intention particulière. Il y a des lieux qui font des choses. Je donne un petit exemple, à moins que tu veuilles me reposer une question, mais sinon, moi, je suis parti à fond. Vas-y, hein, moi j'écoute Ok. en même temps. Donc, Le hasard de la vie a fait que j'ai découvert un site absolument étonnant en plein milieu de la ville de Grasse
en plein milieu du jardin de la princesse Pauline. Il y a un promontoire, et ce promontoire a une énergie absolument exceptionnelle. Et donc, j'ai commencé à organiser des stages là-bas. Et puis, un jour, j'organisais donc des visites de plusieurs sites, dont celui-ci. Et puis, un jour, dans la voiture, je discute avec une personne sur des questions tout à fait basiques, énergétiques. Et je lui pose une question, elle me dit, ah, je suis désolé, j'ai fait un stage avec un tel et j'ai signé un contrat de confidentialité, je ne peux pas en parler. Et alors, je sais pas, je suis parfois un peu sanguin et je me dis, mais comment c'est possible que sur des choses aussi basiques, on ne puisse pas en parler? Enfin, bon, voilà. Et j'amène ces gens-là sur un site où je veux leur faire découvrir que dans l'arbre, il y avait une énergie particulière et c'était au pied d'une source particulière, il y avait un banc. Et les gens s'assoient sur le banc, dont cette personne, et cette personne commence à me raconter tout ce qu'elle ne voulait pas me raconter dans la voiture. Et là, je me dis, mais comment c'est possible que cette personne qui avait un argumentaire très rationnel, qui pouvait être respectable en soi, il n'y avait pas de souci, commence à me dire des choses qu'elle ne voulait pas me dire 10 minutes avant. Je rentre chez l'ami qui me logeait, et je lui dis, écoute, voilà, il y a un lieu qui fait des choses bizarres. Si tu veux bien, essaye d'inviter une copine qui parle pas trop, qui est un petit peu renfermée. Bien évidemment, tu lui dis les choses tout à fait clairement, disant que voilà, tu connais un lieu qui libère la parole et que si elle est intéressée, elle vienne. Donc l'amie accepte, elles y vont, elle s'assoit, et elle commence à parler sur des choses extrêmement intimes dont elle n'avait jamais parlé. Et donc ça, je cite cet exemple parce qu'il est tellement explicite, tellement étonnant, comme si le lieu faisait faire des choses. Et alors ça, du coup, c'est c'est quelque chose qui viendrait de l'intention des hommes qui ont fait les prières ou la sacralisation du lieu, ou est-ce que c'est l'énergie inhérente du lieu qui, mis en lumière, on va dire mis en avant, mis en résonance par la construction et la charge, va faire ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait ce filtre? Est-ce que c'est un filtre justement géobiologique qui est préexistant? Ce qui ramène du coup à la question de qu'est-ce que l'énergie subtile, hein? Est-ce que justement cette énergie est différenciée dans le sol déjà? Ou est-ce que c'est justement la charge et les gens qui ont travaillé à cet endroit-là qui vont faire en fait se développer ce type de charge ou de programme dans ce lieu? En géobiologie, on travaille principalement avec 3 réseaux, mais on peut travailler avec 5 ou 6. Bon, sur certains lieux particuliers, je vais travailler avec 5 ou 6. Mais globalement, les sites sacrés sont croisés par, allez, normalement, en théorie, il y en a 9, mais bon, on va dire 6 qualités de réseaux différents. Mhm. Ça veut dire que avec la combinatoire, 6 réseaux, on peut imaginer que ça peut avoir 6 au carré. Hein, je simplifie, hein, je ne suis pas super doué là-dedans, mais un certain nombre, on va dire plutôt, de combinaisons possibles. Euh, je pense que ces combinaisons, elles s'inscrivent dès l'instant qu'une parole, enfin, je veux dire, là, on peut fixer certaines qualités de combinaison. Je donne un exemple. Le réseau d'or, c'est un réseau qui va beaucoup. Alors, je parle que des réseaux positifs. Le réseau d'or est un réseau qui va beaucoup stimuler le chakra du cœur, le 6e et le 7e chakra. Le réseau Curie est un réseau qui va plutôt stimuler le 1er et le 2e chakra et tout ce qu'il y a dans les jambes. Le réseau d'Hartmann, donc le nickel, va plutôt être un réseau qui va harmoniser, qui va stimuler un petit peu le 1er, un petit peu le 3e, un petit peu le cœur, un petit peu le 6e. C'est évident que ces réseaux-là, si on les combine, bon, effectivement, ça va venir solliciter certains chakras, mais entre un lieu qui libère la parole, un lieu qui ancre profondément,
un lieu qui permet d'exprimer son émotivité, voire de la libérer, il a fallu quelque chose en plus que ces croisements telluriques qui passent dans le sol. Et je n'ai pas forcément les individus qui ont posé les intentions et qui sont venus faire des rituels à certaines périodes de l'année ont, ont fixé la qualité du lieu, voire l'ont magnifié, voire ont mis en avant telle ou telle qualité, telle vertu du lieu. Mais sans un collectif qui s'est réuni un certain nombre de fois, voire des milliers de fois, peut-être même peut-être des millions de fois sur un même lieu, bah forcément, ce lieu a une empreinte énergétique extrêmement particulière. Donc, ce sont les deux. C'est à la Voilà, fois le lieu d'accord. qui va déclencher l'intérêt alors peut-être de l'homme du néolithique au départ, puis après de toute la progression et de notre culture et de l'évolution humaine, mais il n'empêche que le lieu est effectivement un indicateur, une sorte d'interrupteur, en disant voilà, c'est là il y a un truc qui est intéressant qui se passe, mais la fixation et l'intention posée par rapport aux vertus du lieu, de mon point de vue, ce sont les hommes et les femmes qui l'ont faite. L'interaction du vivant, du biologique avec la non-matière, enfin avec la matière inerte qui pourrait donc créer cette énergie particulière. Alors, c'est pas forcément enfin, moi, je pars du principe que cette matière, elle est pas inerte. C'est-à-dire que, en fait, la planète Terre, elle est composée de noyaux de métaux en fusion qui tournent les uns dans les autres. Et ces métaux vont émettre des vibrations, des fréquences, un son. Alors, on appelle ça des ondes scalaires. Et en fait, en venant taper par le dessous de la croûte terrestre, alors la croûte terrestre, ça fait 35 km d'épaisseur sur la Terre et 8 km d'épaisseur dans la mer, tout en sachant quand même que le diamètre de la Terre, c'est 40 000 km. Donc, on est posé sur une croûte extrêmement fine. Et ces faisceaux d'ondes sonores qui viennent taper la croûte terrestre par-dessous vont diffracter, un peu comme quand on lance une pierre dans un étang, sauf que ça le fait par-dessous. Et cette diffraction, elle va se combiner en fonction des différents maillages, des différents réseaux, et le hasard fait qu'on a des points de conjonction très positif, très goûteux, si je reprends ma métaphore de la bonne pâtisserie, qui sont placés à des endroits extrêmement particuliers. Et bien évidemment, quand on est un homme du néolithique, qu'on vit avec la nature, qu'on n'a que ça à ressentir, donc forcément, on a une acuité qui est 1000 fois décuplée par rapport à la nôtre. Donc, c'est une évidence que ces lieux-là sont identifiés extrêmement facilement par ces gens-là. Donc, ils vont poser des pierres, ils vont mettre des choses, et pour peu qu'il y ait des choses qui arrivent, un peu comme la libération de cette parole, mais ils vont dire, bon, bah tiens, voilà, quand dans notre clan, on a quelqu'un d'un peu coincé, bon, on va le mettre là, et puis il va commencer à discuter, il va se libérer, etc. Je donne cet exemple très, Mhm. très, très, très grossier, mais pour moi, c'est une évidence. Et peut-être que dans la constatation, si je reprends la métaphore du, euh, du lieu libérateur de la parole, bah peut-être qu'au fur et à mesure, des rituels vont se construire avec des processions à des époques bien particulières de l'année en fonction des équinoxes ou des solstices, etc., et qui vont renforcer la qualité, voire les vertus du lieu. Et justement, dans cette interaction du coup entre le vivant et le lieu, est-ce que tout le monde va avoir la même réaction ou est-ce que du coup certaines personnes vont réagir différemment à la qualité qui est émise par ce lieu? Si on prend l'exemple de la personne enfin, du lieu dont la parole se libère, est-ce que certaines personnes vont s'asseoir et au contraire peuvent être plus renfermées, c'est-à-dire que le lieu n'aurait pas d'effet sur lui ou un effet contraire?
Alors, je ne peux pas parler en termes de généralité, mais simplement sur des expériences particulières. Si l'hypothèse que je pose à travers les travaux de Stéphane Cardino de cette onde sonore qui vient diffracter le dessous de la croûte terrestre et un certain endroit du lieu, forcément cette énergie vibre, pour faire simple. Et si moi, mon corps, je le place sur cet endroit-là, forcément mon corps va vibrer, va résonner. Pour peu que cette résonance provoque quelque chose, ça peut être très bien, ça peut me faire résonner un blocage que j'ai au fond de moi. Je peux très bien, je prends un exemple très concret. Quand j'organise des stages ici en Finistère, donc je fais, on va dire, les bases pour que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils vont ressentir dans l'après-midi. Et en début de premier après-midi, je les amène sur un lieu dont la vertu principale est l'ancrage. Pour moi, c'est très important de commencer mes stages par de l'ancrage parce que j'ai pas envie que des gens partent en live ou soient perchés. Ou voilà. Pour moi, j'ai besoin qu'on ait un contact avec la terre et qu'on soit dans une relation très de bon sens avec les éléments. Donc pour moi, l'ancrage est important. Il arrive que quand j'amène des stagiaires sur ce lieu d'ancrage, les stagiaires, ça est arrivé plusieurs fois, qui me disent: oh là là, je suis oppressé au niveau du cœur. Donc surtout, moi, je veux absolument pas rendre les gens mal à l'aise. Je leur dis: bah, très bien, si vous voulez bien vous éloigner d'une vingtaine de mètres, et puis on va en discuter. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce lieu-là? En fait, le lieu vibrait d'une certaine manière, et bon, mon ressenti est bien convaincu que cette vibration, elle va plutôt faire résonner les jambes, premier chakra et deuxième chakra, voire éventuellement le troisième. Mais c'est d'abord un lieu d'ancrage. Si cette personne est oppressée au niveau du cœur, ça veut dire que ces vibrations sont venues faire quelque chose ou révéler quelque chose au niveau de son cœur. Donc, enfin, de son chakra cœur. Donc, effectivement, ça peut être désagréable pour elle, mais surtout le signifiant de ce qui se passe, c'est qu'il y a un blocage où il y a quelque chose à travailler à cet endroit-là. Donc, je pense que le lieu sacré tel qu'il a été défini, travaillé par les anciens, par leurs rituels, reste ce qu'il est. Mais une personne qui se présente sur le lieu, par exemple, si on reprend le lieu libérateur de la parole, donc on va avoir vraiment un gros travail au niveau du chakra-gorge. Si elle se sent un peu, je sais pas, oppressée au niveau, par exemple, du chakra racine, c'est que tout son corps a vibré, mais il y a quelque chose qui bloque, qui gêne, qui est désagréable au niveau de son chakra racine, et c'est simplement de l'information. En fait, finalement, ces énergies subtiles, c'est quoi? Sont des champs informationnels qui viennent nous traverser et qui nous révèlent quelque chose de nous-mêmes. Donc, il y a une confrontation entre le lieu et la personne, effectivement. Donc, ça pourrait être une réaction de défense en lien avec un blocage qui refuserait l'imposition d'une énergie qui n'est pas naturelle pour la personne en question. Je ne pense pas qu'il y ait de confrontation. Je pense qu'il y a une interaction Mhm. entre, entre le lieu et la personne, ou entre la personne et le lieu. Ça va dans les deux sens. Donc, en fait, quand une personne se place sur un lieu particulier, avec cette vibration particulière, il y a donc une interaction qui se passe entre les deux, ce sont deux champs qui se rencontrent. Est-ce que, du coup, il y a, entre guillemets, un champ qui va être plus fort que l'autre? Est-ce que l'un va pouvoir prendre le pas sur l'autre? Parce que si la personne réagit violemment ou de manière désagréable à un champ ou champ de lieu, tant qu'elle sera sur ce lieu, est-ce qu'elle va se sentir mal ou est-ce qu'à un moment donné, les deux champs vont se rephaser et le malaise peut passer?
Alors, c'est une question un peu théorique dans le sens que j'ai jamais vraiment vécu la situation. Moi, je laisse jamais les gens qui sont pas bien sur un lieu et ça m'arrive extrêmement rarement parce que je choisis des lieux qui sont je choisis plutôt des bonnes pâtisseries. Bon, après, je peux choisir une pâtisserie un peu puissante en fonction du niveau des personnes qui viennent me voir. Mais pour moi, le lieu est sans conteste 1000 fois plus puissant que la personne. C'est, euh, j'accompagne des gens en séance individuelle. Là, en ce moment, je suis en train d'accompagner une personne qui est à la fois dans une problématique relationnelle, familiale difficile et en même temps qui veut travailler son ressenti. Donc, on travaille sur un certain nombre de choses et je lui demande d'aller sur certains lieux. Pour moi, le lieu fait quelque chose que l'accompagnateur que je suis ne peut pas faire. Donc, à cette personne, je vais lui dire, bah voilà, en fonction de ce que je sens, de son état, je vais dire, bah, ça serait peut-être bien de fréquenter ce lieu et surtout, je vous donne un peu des guides et puis à la séance suivante, on en parle de ce qui s'est passé. Et en fonction du feedback qu'elle me renvoie par rapport à ce qu'elle a ressenti du lieu, soit je l'amène sur un autre endroit, soit je change l'endroit, soit on travaille plus précisément, mais comment je pourrais dire, sont des puits de lumière, sont des puits de soleil, sont des endroits, je ne vois pas comment je pourrais créer quelque chose de similaire, c'est impossible. En tout cas, depuis que j'ai vécu cette situation de ce lieu sacré construit de manière artificielle et qui était plan-plan, c'était plat, c'était il n'y avait pas de goût à ce lieu. Je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt. Il y a des choses tellement plus belles, tellement plus puissantes en termes d'apport énergétique. Pourquoi j'irais construire quelque chose de A à Z? Et voilà, j'ai pas de collectif. Je pense que ce sont des choses qu'il faut transmettre de génération en génération. Ça se fait pas sur une génération ou sur une semaine, loin de là. Et je t'entends souvent parler donc de sacré et aussi de pureté, de lieu pur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence que tu fais entre les deux? Alors, oui, je peux. J'ai vécu une situation où j'étais invité par quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est mégalithique, mais qui n'a pas forcément une sensation affinée. Et il a animé sa conférence près d'un dolmen. Et en fait, le dolmen était construit sur un réseau négatif. Un réseau négatif de Curie, un réseau négatif d'or. Voilà. Et donc, moi, j'ai senti le truc. Et tout de suite, je me suis éloigné. J'étais avec quelques copains. J'ai dit, écoutez, on va faire quelques pas en arrière. On va l'écouter quand même, mais on va pas se mettre là-dessus parce que ce soir, on va être bien fatigué et on va mettre la semaine pour s'en remettre. Ce lieu est un lieu sacré. C'est un dolmen. Euh, il est sur un croisement bien particulier, donc il a une fonction bien particulière. Et j'ai été tellement intéressé par ce lieu-là qu'après, j'y suis retourné avec mon fameux ordinateur quantique pour analyser le lieu. Et en fait, il s'est avéré que le lieu était un lieu de nettoyage, d'aspiration dans le sol d'éventuelles tensions. Et j'imagine que c'est une projection de ma part, hein, sans doute que je dois complètement être à l'ouest, mais ma projection est que ce lieu servait à des guerriers ou à des chefs de clan qui avaient la grosse tête et on les mettait là 2, 3 jours pour qu'ils se calment. Voilà. Et donc, sans doute, il y avait plein de choses à faire, mais en tout cas, il y avait une libération qui se passait dans le sol, il y avait une aspiration. Ce lieu est sacré parce que il a été conçu dans une intention particulière, avec une volonté particulière, mais il peut être pur d'un certain point de vue, mais moi, la pureté, je vais plutôt l'attribuer à de la lumière positive. Et si je prends le contre-exemple de ce dolmen négatif, je vais tout de suite sur le promontoire du jardin de la princesse Pauline, où là, on a une énergie
blanche, extrêmement pure. On a fait des méditations, j'ai amené des médiums sur le lieu. Les médiums m'ont dit que c'était un lieu dédié au culte d'Isis. Ils ont pu se projeter dans le passé. On a identifié un cheminement qu'on a reproduit. À un moment, les médiums se sont arrêtés en disant, bah là, il y avait des ablutions avec de l'eau. On a ouvert les yeux et il y avait encore le robinet qui était là. Donc, ça veut dire que la source était là depuis des centaines, des milliers d'années. Et puis, on a fait cette méditation, et sur ce lieu-là, ben, les stagiaires étaient émerveillés. Il y en a qui ont senti une douceur hors norme. Moi, j'ai une vision d'une très belle femme, très bienveillante et très grande, qui me regardait avec le sourire. J'ai deux autres stagiaires qui ont eu exactement la même vision au même moment. De mon expérience, je qualifie ce lieu de pur. Très bien. Et du coup, est-ce que tout le monde peut ressentir ces énergies-là? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Ça se développe? Alors, notre corps, il est composé de milliards de cellules. Certains disent 60 000 milliards, enfin peu importe le nombre. Dans chacune de ces cellules, on a à la fois une molécule biologique d'ADN, donc quelque chose qui est un peu comme un tire-bouchon, et puis on a de l'eau. Si on prend cet ADN en forme de tire-bouchon, le, la forme hélicoïdale, c'est la meilleure forme d'antenne pour recevoir des énergies scalaires. Paraît-il que dans une molécule biologique d'ADN, si on met les 23 filaments bout à bout, ça va mesurer 2 mètres parmi les scientifiques. Si on en a 60 000 milliards, on a des milliards de kilomètres d'antennes hélicoïdales dans notre corps. Donc ça veut dire que forcément, on peut recevoir quelque chose. Et en plus, notre corps, selon notre âge, est composé d'un certain pourcentage d'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est H2O. Et H2O, c'est ce qu'on appelle un dipôle. C'est-à-dire qu'il y a deux molécules d'eau et une molécule d'hydrogène. Et si on va sur la définition d'une antenne sur Wikipédia, Wikipédia dit qu'une antenne, c'est un dipôle. Donc, d'un côté, on a ces molécules d'ADN qui sont en tire-bouchon. De l'autre côté, on est composé d'eau. Pour moi, le fait de ne pas ressentir est uniquement une limitation, ce qu'on peut appeler une croyance limitante, de par l'éducation, de par plein de choses. Mais si on libère, si on met de côté ces croyances limitantes, tout le monde, tout le monde ressent. Et même quelqu'un qui dit ne pas ressentir, forcément, il va rentrer dans un lieu, il va dire je suis bien, je suis pas bien, même s'il dit qu'il ressent rien. Ça fait partie de la nature humaine. Donc voilà. Souvent, j'ai des stagiaires le samedi matin qui viennent, ils viennent en couple, et puis la dame dit, bah voilà, mon mari ne savait pas quoi faire, il est venu, etc., mais il sent pas grand-chose, etc. Puis au fur et à mesure de la journée, bah, cet homme s'ouvre, s'intéresse, etc. Puis dimanche ou lundi, en fonction de la durée des stages, bah voilà, il est émerveillé parce qu'il ressent, voilà, il a simplement pris le temps de s'ouvrir aux éléments, tout simplement. D'accord. Je reviens du coup sur cette notion de gardien, ce fameux gardien. Du coup, ce gardien, c'est quoi? C'est un esprit. Et si c'est un esprit, du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un esprit, justement? Alors, c'est mon point de vue. Il regarde que moi et moi, je suis un clair ressentant. Ça veut dire que je ne suis pas clairvoyant. Ça veut dire que je vais ressentir les choses, mais je ne vais pas les voir. Donc, je suis un peu jaloux par rapport aux clairvoyants et s'ils m'écoutent, s'ils ont quelques trucs à me donner, c'est avec plaisir. Il n'empêche que quand je vais me trouver sur un lieu et que je vais ressentir qu'il y a à un endroit du lieu quelqu'un ou quelque chose ou une énergie
qui pourrait être le gardien du lieu. Je vais tester mon aura et surtout mon champ énergétique. Et si je suis proche de ce gardien, forcément, mon champ va augmenter et peut augmenter considérablement. Grosso modo, ma bulle, naturellement, ma première bulle énergétique, a fait peut-être 80 cm, 1 mètre de diamètre, enfin de rayon autour de moi. Et si je me trouve sur un lieu où il y a un gardien extrêmement puissant, cette bulle-là, elle peut augmenter à 20 ou à 30 mètres. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier test de dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Après, je pense que je fais fonctionner ma machine à projection, c'est-à-dire que je vais me mettre en position de méditation. Je pense à un lieu particulier qui est près d'une chapelle en pays bigoudin. Je ressens un très grand gardien, c'est-à-dire une grosse masse énergétique qui fait environ 15 mètres de haut et au moins 6-8 mètres de large. Donc après, mon esprit, de par ma culture, de par mes apprentissages, est-ce que c'est une grosse tortue, une grosse grenouille, quelque chose qui... Je vais aller le comparer à quelque chose que je connais, mais je ne suis pas clairvoyant et je connais certains clairvoyants qui vont pouvoir dessiner le gardien du lieu en disant, ben voilà, moi, ce que j'ai vu, et je peux dire, bah oui, ça ressemble à peu près à ce que je ressens. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et si il y a quelque chose, forcément, ma bulle énergétique va réagir. Donc ça, c'est une première preuve de qu'il y a quelque chose. Alors après, qu'est-ce que c'est? Un esprit, pour moi, c'est une condensation d'énergie qui a une intention particulière. Et l'intention, c'est de garder le lieu. Je donne un exemple très concret qui, à mon avis, est parlant. Comment se mettre bien avec le gardien du lieu? Ça peut être pratique si on veut rentrer en communication et se faire un pote, quoi. Voilà. Mais sauf qu'on est quand même sur des niveaux énergétiques. Enfin, moi, je suis très, très bas et lui, il est très, très haut, donc ça va être compliqué de communiquer. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis, cette énergie, cet esprit, j'ai pas une définition ou un mot particulier à attribuer à ce gardien. Je l'appelle le gardien parce qu'il est là près du lieu. Lui, son problème, c'est de ne pas être dans la matière. Et moi, mon problème, c'est de ne pas pouvoir accéder à son niveau énergétique. Mais lui, son problème, en n'étant pas dans la matière, c'est que s'il y a des canettes de bière, des papiers gras, des trucs, il ne peut rien faire. Donc moi, je viens avec ma pince, mon sac poubelle, et puis je prends et je mets dedans. Et puis après, je vais essayer de communiquer avec lui. A priori, la communication se passe. C'est-à-dire, je vais lui poser une question, dire, bon, ben voilà, comment on peut faire? Est-ce que tu peux me donner tel conseil? Par exemple, j'anime un stage d'élévation du niveau vibratoire. Et le dimanche après-midi, on va d'ailleurs sur ce lieu et on va questionner le gardien du lieu. Et je demande aux stagiaires de poser la question, pour peu qu'ils sentent quelque chose, hein, mais s'ils sentent quelque chose, de poser la question au gardien, quel pourrait être le conseil du gardien vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent conserver leur niveau énergétique un certain temps. Et ce qui est étonnant, c'est que chacun des stagiaires a des réponses différentes. Donc, peut-être que euh, en constatant que ma bulle énergétique augmente, qu'en constatant que si je pose une question, j'ai un certain type de réponse, et si d'autres personnes posent des questions, ils ont d'autres types de réponses, on peut imaginer qu'il y a une interaction qui s'est passée. Et s'il y a une interaction, ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a un émetteur, un récepteur, etc. Donc, il y a quelque chose qui existe. Après, la qualifier, je ne suis pas clairvoyant, donc j'ai beaucoup de mal à répondre. Je sais qu'il y a quelque chose, je ressens quelque chose. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Sans doute en travaillant, forcément. Et donc, si j'ai bien compris, ce gardien, en fait, il se trouve sur chaque lieu sacré, même si ce lieu sacré n'a pas été vitalisé, chargé par l'humain.
C'est-à-dire que le gardien est préexistant au lieu. C'est que des questions super pertinentes, hein, mon cher Marc, et je pense que oui. La preuve en est, c'est que en région parisienne, j'organise un stage extrêmement fort. Il y a un lieu quelque part en région parisienne j'en ai même la chair de poule en parlant, tellement il est puissant. Sur le même lieu, on a un dispositif mégalithique qui permet de faire travailler au moins nos 7 chakras. On en a plus. Ça veut dire que sur le même lieu, on a des pierres avec un cheminement particulier qui ont été conçues, qui ont été organisées pour stimuler nos chakras d'une certaine manière. Et sous le lieu, il y a une grotte avec une sculpture sacrée. Et juste dans l'axe de cette grotte, il y a un gardien. Et ce gardien, c'est ce qu'on appelle un gardien des grottes. Mais c'est des très très vieux gardiens qui mesurent 6-8 mètres de haut. Je pense que ce gardien, il est là parce qu'il y avait la grotte. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont amené. Il est là pour protéger. Et c'est étonnant parce que on peut imaginer qu'en région parisienne, ces lieux-là, forcément, ils peuvent être salis d'une manière ou d'une autre. Le lieu, il est impeccable. Il est super propre. Je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. J'ai animé un stage l'automne dernier dessus. Il n'avait pas bougé. Et Dieu sait que c'est un lieu de passage ou voilà, c'est un lieu de villégiature, de détente, etc. Donc on pourrait imaginer qu'il peut être sali. Pas du tout. Et donc je pense que ce gardien-là était un très vieux gardien qui protégeait une sorte de résonance sur lequel des hommes, il y a des milliers d'années, ont identifié que ça pouvait être intéressant de l'utiliser en termes de vertu, en ont fait quelque chose, mais l'intuition que j'ai, c'est que ce sont deux choses différenciées. Le gardien préexiste aux hommes. Alors, je reprécise quelque chose par rapport à ça, et c'est une question très, très intéressante. J'ai coutume de dire que le job des gardiens, c'est nous filer un coup de main et nous aider. Donc, de répondre à nos demandes. Pour peu qu'on les fasse sans conscience, le cœur ouvert, et que ça soit pas de la manipulation pour obtenir je ne sais quoi, mais que ça soit plus pour s'élever spirituellement ou vibratoirement. De mon point de vue, si l'intention est pure et si la demande est authentique, le gardien est là pour y répondre. Donc, je pense que ces endroits-là sont faits aussi pour apporter des ressources à des gens qui en ont besoin. Et ça existe depuis que le monde est monde. En tout cas, c'est mon imaginaire qui donne ce type de définition. Ok, du coup, alors avec le développement de l'urbanisation, on peut très bien imaginer que des sites sacrés non construits vont se retrouver recouverts de béton, se transformer en terrain de tennis, de basket, en parking. Qu'en est-il de ces gardiens? Est-ce qu'ils interviennent encore dans la vie des gens qui vont fréquenter ces lieux? Est-ce qu'ils deviennent une espèce de fantôme d'apparition que les gens vont percevoir petit à petit? Ou est-ce qu'au contraire, à ton avis, bien sûr, hein, tu as peut-être été confronté au niveau d'expérience avec ça, est-ce qu'au contraire, ces gardiens vont se ratatiner, se faire plus discrets? Alors, si on reprend la petite anecdote que j'ai citée tout à l'heure de ce grand gardien près de cette chapelle qu'on questionnait sur ses conseils pour conserver des niveaux énergétiques élevés, ce gardien, il vibre sur une certaine fréquence. Forcément, ce sont des fréquences très élevées. Dès l'instant qu'un lieu va être recouvert de béton ou va être destiné à une autre intention, forcément, ce lieu va baisser d'énergie.
Je peux même préciser quelque chose, malheureusement, j'espère qu'on m'en voudra pas trop, mais un tourisme continuel, un tourisme de masse sur un lieu sacré va brûler le lieu sacré. Et en fait, va abaisser le niveau énergétique du lieu sacré. Qu'est-ce qui va se passer? Si le niveau du lieu baisse et que le gardien conserve son niveau énergétique, il y a incohérence, il y a inadéquation. Donc le gardien, il va se barrer, il va aller ailleurs. Il va aller là où il y a un endroit qui vibre selon sa fréquence, à moins que, il y ait quelqu'un, un mage, un magicien, un sorcier, un géobiologue, je ne sais quoi, je ne sais qui demande pour énergifier un lieu l'aide d'un gardien ou l'aide d'une belle énergie pour venir réinstaurer de la lumière dans ce lieu-là. Et s'il y a quelqu'un qui passe à côté, a priori, le gardien va dire peut-être moi, ouais, je veux bien. Alors bien évidemment, il va y avoir un échange. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que ça va bien se passer? Combien de temps tu peux rester, etc., etc. Mais je ne pense pas que sur un lieu qui s'abaisse énergétiquement pour telle ou telle raison, le gardien puisse rester. C'est pas possible. Et Ok, forcément, ouais. comme il y a plein de beaux lieux, j'ai coutume de dire que grosso modo, il y a un lieu magnifique tous les 45 km². De par la fréquence des conjonctions des réseaux positifs sur la planète Terre. Ouais, statistiquement, quoi. Ouais. Voilà. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton histoire de tourisme de masse. J'ai pu le voir à la cathédrale de Strasbourg, comme c'est juste à côté de chez moi. Quand il y a eu la période Covid avec confinement et autres, la place de la cathédrale était vide. Mais quand j'ai vide, il n'y avait même pas les pigeons. En rentrant dedans, le lieu vibrait de nouveau comme il a jamais vibré, ou alors comme je l'ai senti quand j'étais tout jeune, hein. Effectivement, le fait qu'il y ait plus de touristes pendant aussi longtemps, ça a complètement revitalisé le lieu, hein. Qui a rechuté dès qu'ils sont revenus, hein, mais effectivement, là, je peux en témoigner. Ouais. Alors, c'est une excellente remarque et à force de travailler sur les sites, j'avais une question qui était vraiment très, très importante. Je me disais, mais finalement, ces églises qui ont été construites sur d'anciens sites sacrés, mégalithiques, on peut imaginer qu'à force d'enterrement, de gens qui rentrent pour prier leur peine, ou qui vont à confesse, etc., on peut imaginer que le lieu va s'abaisser en termes énergétiques. Et c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Et je me suis dit, mais je dois avoir un mauvais ressenti parce que quand je rentre dans certaines églises, je sens rien d'a priori négatif. Bon, peut-être que ça pourrait être beaucoup plus élevé, comme tu le dis très justement, mais c'est pas la cata. Et donc, plusieurs fois, je suis rentré discrètement avec mon ordinateur, discrètement sur mes genoux, j'ai lancé mes études énergétiques, et en fait, non, le lieu était bien. Et donc, j'ai commencé vraiment à creuser la question. Et en fait, si on prend par exemple l'exemple de la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Chartres, elle est construite sur un réseau de 17 sources. Et il n'y a pas de site sacré s'il n'y a pas de mouvement d'eau à côté. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette eau-là, c'est une eau de nettoyage. Donc, j'ai envie de dire, il y a une forme d'autorégulation énergétique pour peu que le lieu soit pas chargé à donf de tristesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais pour peu que effectivement il y ait des périodes de, 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 de latence. Alors, il y a eu cette période suite à la pandémie, mais on peut imaginer que les nuits aussi, il y a beaucoup moins de fréquentation, voire pas du tout de fréquentation. Et donc, le lieu se nettoie naturellement grâce à tout ce réseau de sources qui passent dessous. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça, c'est d'une intelligence sans nom. Voilà. Ça, c'est la magie de la nature, hein, effectivement. Elle arrive à s'autoréguler à partir du moment où on laisse un peu de temps pour le faire. Oui. Alors, moi, j'ai encore une question. Parce que, bon, Frédéric Buisson, c'est un érudit, c'est un praticien, il arpente le terrain. C'est donc des ateliers, c'est des séminaires, c'est des formations. Je n'ai pas trouvé ton livre. Alors, où en es-tu de ton écriture?
Mon principal problème est que je ne veux pas communiquer les adresses des lieux. J'ai un vrai problème éthique par rapport aux lieux. Donc, je veux pas décrire comme certains ont décrit aussi précisément, parce que il s'est avéré par plein de situations qu'en fait certains lieux avaient été utilisés à d'autres destinations. Et j'ai une peur de pervertir par ma faute, par mon souhait d'écriture, de donner des clés à des gens qui n'ont pas à les avoir. Donc, je tourne autour et comme je me suis vraiment, j'ai vraiment deux types de stages. Donc, il y a le stage de ce qu'on peut appeler saut quantique, élévation vibratoire. Et peut-être que je vais prendre le prétexte de comment s'élever en termes de vibration pour pouvoir décrire un peu toute ma pratique sans forcément être obligé de citer les lieux, mais en décrivant. Donc, je suis un peu dans cet axe-là. Mais ça fait plusieurs années que je me regarde dans la glace le matin et je me dis, bon, alors, t'écris pas. Et il y a une petite voix qui dit, bah non, le fais pas parce que voilà, j'avais créé sur Instagram une page qui avait super bien marché. Et à un moment, il y a une dame qui m'envoie un mail en disant, oh, ce que vous faites, c'est formidable. J'en ai parlé à mon cousin qui fait des tags avec bon. Oh, mais j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, mais il connaît les lieux, je vais retrouver mon truc, mon mégalithe tagué, mais comment je vais pouvoir gérer ça? J'ai tout de suite essayé de recontacter la dame en disant, surtout, on fait pas ça, quoi. Donc j'ai un peu une peur de, de mal faire par rapport aux lieux et de pas suffisamment bien les protéger. Donc aujourd'hui, si on veut profiter de ta connaissance, de ton expérience, c'est à travers donc tes ateliers. Est-ce que tu peux nous indiquer comment te contacter? Parce que tout le monde n'a pas ma boule de cristal. Alors bon, si vous n'avez pas la boule de cristal de Marc, vous pouvez, si l'énergétique, le bioénergétique vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur secretdeslieux.fr. Donc, c'est secret au pluriel, des lieux tout attaché.fr. Et là, donc, c'est tout ce qui concerne l'initiation aux énergies subtiles sur les sites sacrés. On fait aussi de l'initiation sur le chant des plantes, parce que ce qu'il y a d'intéressant avec le chant des plantes, c'est qu'on a une concrétisation immédiate de ces énergies subtiles que les plantes émettent. Et je vous engage vraiment à vous y intéresser tellement c'est puissant. Et si vraiment vous avez une démarche ou une volonté de vous former à la géobio, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site santedeslieux.fr ou santedeslieux.fr sans accent. Et là, vous avez une description donc, dans mon travail de géobio et du stage. Donc, c'est pas un stage, c'est vraiment une formation avec un certificat à la fin qui dure 3 ans. Une formation plus que sérieuse, avec bien évidemment tous les enseignements de Stéphane Cardino. Eh bien, écoute, Frédéric, grand merci pour cet entretien. Ça a été très agréable de confronter ton point de vue. Confronté ou Confronté, oui, 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 parce que j'aime beaucoup parler justement de cette notion d'énergie et je me rends compte que beaucoup de personnes chacun va avoir sa définition en fonction de son expérience et effectivement de son conditionnement de naissance. Donc j'aime beaucoup justement confronter ces idées et D'accord. voir la conception que chacun en a en fonction de son parcours de vie, de ses expériences, de ses ressentis. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu confrontes en fait la perception du vivant, le point de vue subjectif de tes sens, avec une machine qui va venir confirmer ou infirmer potentiellement l'information que tu as reçue à travers tes sens. Et ça, je trouve que c'est une approche qui c'est déjà c'est culotté parce que se dire je vais
comparer ce que je ressens avec un outil objectif, c'est déjà se remettre en question. Et ça, c'est déjà, je trouve, admirable. Donc déjà, rien que pour ça, bravo. Hein, c'est que, en plus, le faire en public, c'est encore mieux. Donc, merci de nous avoir partagé cette expérience. J'étais ravi d'être ton doppelganger ce soir, Merci, merci beaucoup à toi. d'avoir pu comme ça te regarder en face. Et puis je vais te libérer, et puis je vais D'accord. retourner à travers mon miroir magique.